Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Singapour, après le Bugatti hier. J'ai pris un petit vol pour me retrouver à Singapour, comme vous le voyez, c'est absolument incroyable. En vrai, les fonds verts, pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt? C'est assez fou. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve un peu plus tôt que prévu en vrai. J'ai pas fait de story ni rien, je suis désolé. J'avais complètement zappé que la FP1 était à 11h30, donc d'ici une petite vingtaine de minutes à peu près. Donc du coup, effectivement, on se retrouve ensemble pour bien 2 petites heures tranquille. On va parler un peu de F1, on va react à la comment ça s'appelle, à la FP1 sur le circuit de Singapour. Ce week-end, Grand Prix de Singapour, mesdames et messieurs. Ça va être très cool, ça va être sympa. Je sais pas, ça donne quoi le temps? Je crois que c'est sec, hein, si je dis pas de bêtises. Singapour, ça avait pas l'air de partir sur quelque chose d'autre. J'ai dit que des conneries, en fait, il va pleuvoir de ouf. Attends, dimanche, fais voir. Attends, précipitation, on va regarder ça. Ah non, il pleut, en fait il pleut, mais le matin, il pleut pas pendant la course. Il pleut le matin, mais pas pendant la course ni les qualifs. En fait, ouais, il pleut entre 8h du mat et à peu près 15h, mais après, vers 21h et tout, tout est sec, donc effectivement, il va pas pleuvoir. Comment ça va le chat? Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Est-ce que vous allez bien? Singapour, on a pas mal de choses à discuter. Il y a la reconduction de Joe chez Alfa Romeo, ça pareil, on va en discuter un petit peu. Le fait que Perez pourrait partir volontairement de chez Red Bull fin 2024. De toute manière, vu comment ça se présente depuis le début de la saison, à mon avis, faudrait peut-être faire quelque chose, et on va parler peut-être aussi un petit peu de Andretti, mesdames et messieurs, qui prépare de plus en plus une arrivée en Formule 1, même si pour l'instant on n'a toujours pas de nouvelles sur le fait qu'on ait une 11e écurie de Formule 1. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. On attend toujours cette décision en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Juste avant de commencer, ça faisait partie aussi de ce qui s'est passé le week-end dernier, mais voilà. Alors, on va reprendre un petit peu, on va pas se laisser là, il est 12h35, on a encore un petit peu de temps, mesdames, messieurs. Singapour, check. Budget cap, vous voulez qu'on en parle vite fait? Budget cap, a priori, tout le monde aurait respecté le règlement financier sur la saison 2022. A priori, la FIA en tout cas a multiplié les enquêtes un peu dans tous les sens, etc. Donc il y a eu des inspections un peu plus approfondies, notamment dans les usines. Donc voilà, tout le monde a été un petit peu bien respecté, en tout cas a l'air d'avoir pris quelques petites mesures pour rester pour rester un peu dans les clous, tu vois, a pris des petites marges à mon avis pour éviter d'avoir des problèmes et tout. Voilà, il y avait plus les directeurs financiers des écuries ont reçu des questionnaires de plusieurs pages demandant plus de 100 points de clarification pour éclaircir des éventuelles zones d'ombre, etc. Donc voilà, il y a eu des visites d'usines avec des entretiens du personnel, des vérifications de certaines pièces. Il y a un accès qui a été donné au système informatique de chaque équipe avec les messages WhatsApp, avec les mails, etc. Toutes les données que la FIA souhaitait vérifier pour vraiment voir s'il y avait rien d'anormal. Et visiblement, tout le monde a l'air d'avoir plutôt bien respecté le règlement pour le moment. Donc il y a encore un peu de boulot à faire, tu vois, mais globalement, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé et tout le monde a plutôt bien joué le jeu, en tout cas, a priori pour le moment. Mais évidemment, il y a encore il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des suspicions quant à forcément des écuries qui pourraient encore trouver des moyens d'essayer de contourner la réglementation par plein de montages financiers et ce genre de choses, tu vois, donc il y a encore un peu de boulot là-dessus. Donc bon, écoutez, on verra. Perez, on en parlait un petit peu en début de FP1 qui pourrait justement partir de lui-même fin 2024. J'ai envie de te dire, je pense que quoi qu'il arrive, il se fait pousser gentiment vers la sortie parce que c'est pas Perez sera pas ad vitam aeternam chez Red Bull. C'est pas un bon move de rester chez Red Bull à la fois pour lui et à la fois pour Red Bull. Je pense que tant qu'on a un Verstappen dans l'équipe, à un moment donné, les coéquipiers sont juste des fusibles qui vont sauter au bout d'un moment. Si par fin 2024 par exemple Sergio Perez il aura fait donc 2021, 2022, 2023, 2024, il aura fait 4 ans, ce qui est déjà pas mal, hein, 4 ans en étant coéquipier de Max Verstappen.
Je pense que fin 2024, vaut mieux qu'il parte de lui-même plutôt qu'il se fasse virer, qu'il parte de lui-même, qu'il aille dans un nouveau projet. On en avait parlé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines je crois, justement à se dire est-ce que c'est pas intéressant d'aller chez futur Audi par exemple, d'aller chez Williams, d'aller dans des écuries où il y a un projet peut-être d'expérience et puis que ce soit entre guillemets un peu son dernier projet avant de prendre sa retraite. Voilà, donc c'est peut-être le bon move à faire à ce moment-là, d'essayer de partir de soi-même, d'aller trouver un autre projet. Même d'aller typiquement chez Ferrari peut-être à la place de Sainz ou ce genre de choses. Je sais pas, il y a peut-être des trucs, même chez Alpine tu vois, il y a peut-être des trucs à faire. Mais globalement je pense que le temps de carrière de Sergio Pérez chez Red Bull est compté, ça je pense que c'est sûr. La vraie question c'est ça va être un peu la stratégie undercut overcut. Qui va undercutter l'autre, est-ce que c'est Red Bull qui va undercut Pérez en mode bah t'es viré, ou est-ce que c'est Pérez qui va undercut Red Bull en mode bah je me casse. Il y a plus d'intérêt pour Sergio de partir de chez Red Bull dans pas trop longtemps. On sait qu'il est pas mauvais, on sait qu'il se prend une pilule par Verstappen parce que la voiture elle est réglée pour Verstappen. Quand la voiture elle est réglée plutôt pas mal pour lui, il arrive à faire jeu égal. Donc on verra hein. On verra, mais en tout cas, voilà, globalement, on sait que s'il faut choisir entre un Tsunoda, un Ricciardo, un Lawson chez Red Bull en 2023, en 2024 ou en 2025, a priori ça va être un Ricciardo quoi. Tu vois, donc Ricciardo il va faire un baroud d'honneur, il va faire 2-3 ans chez Red Bull. S'il est suffisamment bon, peut-être que lui aussi ça pourrait lui relancer un peu sa carrière pour qu'il se retrouve dans une autre écurie un peu de pointe et tout. Mais globalement c'est un peu la dernière chance de Ricciardo, donc voilà, à voir. Mais en tout cas ouais, Pérez pour moi il reconduira pas avec Red Bull fin 2024. Et je pense sincèrement que c'est une erreur pour Sergio Pérez de reconduire avec Red Bull fin 2024. Je pense. Ricciardo il a pas 25 ans non plus, non mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Mais quand tu vois Alonso ou Hamilton faire des longues carrières, c'est pas déconnant si Ricciardo il performe bien, c'est pas déconnant de faire 1, 2, 3 ans chez Red Bull et puis peut-être d'avoir un nouveau projet ou peut-être de se barrer tout simplement de la F1. Hein. Donc c'est pas non plus totalement déconnant quoi. Mais c'est vrai que bon, va falloir qu'il... Hein. Puis de toute façon je pense qu'il y aura des pilotes bien plus intéressants à mon avis que Daniel Ricciardo sur le marché quand t'es une écurie de pointe ou ce genre de truc, faut voir. Donc ouais, pour moi, il faut que Pérez se barre fin 2024 ou un peu avant et trouve le bon timing pour avoir une bonne opportunité quelque part. Guan Yu Zhou, on en a parlé, je pense que je reviens pas dessus les gars. Je pense que c'était la bonne année encore une fois pour c'était la bonne année de transition pour prendre le risque de tester un rookie. C'est pas une erreur de garder Joe, mais c'est très conservateur de garder Joe quand ça aurait été peut-être plus intéressant de prendre le risque de mettre Pourchaire dans la F1. Parce que au pire il faisait des dingueries et il faisait aussi bien que Joe qui rapporte pas spécialement de points. Au mieux il rapportait des points et t'avais un bon pilote avec toi. Donc sur lequel tu peux miser pour un peu l'avenir et tout. Donc c'est un peu dommage, je pense que c'est une prise, c'est un moment un peu conservateur de la part de Alfa Romeo / Sauber. Ça aurait été intéressant de prendre le risque, de mon point de vue. Plus bon bah forcément il y a les sponsors quand même qui payent pour Joe, donc bon forcément c'est compréhensible hein, Joe qui reste en F1, j'ai pas de problème avec ça très honnêtement. Ça ne m'étonne pas, mais c'est juste où t'es là et tu te dis ah dommage. Chez Williams à côté de Albon, tu peux pas mettre un... je pense que t'es obligé de prendre un Mick Schumacher, t'es obligé de prendre un pilote qui a déjà un peu roulé. Je pense pas qu'ils mettront un nouveau rookie dans la voiture. Ça m'étonnerait. Donc je pense que si Vasseur était toujours là pour Pourchaire, il aurait eu sa chance. Je sais pas. Hein. Je suis pas certain. Hein. Vous savez, Fred Vasseur, c'est pas... Avec les pilotes qu'il a formés, il est pas non plus sur un laissez-passer. Hein. Encore moins, je pense, maintenant qu'il est team principal de
de Ferrari. Mais je pense pas que... Je pense pas qu'il aurait... S'il croit pas dans le truc, ça empêche pas d'avoir des pilotes ART, tu vois, pour Vasseur, et de dire, bah... Oui, on l'a formé, oui, il est bon, mais de pas croire en lui pour la F1, tu vois. C'est possible aussi, hein. Mais je pense pas que Fred Vasseur soit un mec qui va placer ses pions comme ça. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il a une trop grosse conscience professionnelle pour... Donc bon, voilà. Donc voilà. Anyway, Andretti. Alors Andretti, on sait toujours pas si on aura une 11e écurie si on peut avoir une 11e écurie, parce que justement c'est en discussion avec la FIA et la Formula One Management. Faut qu'il y ait d'abord une décision de la FIA sur oui, on accepte d'avoir une 11e écurie de Formule 1 avant que ce soit avant qu'on ait des entre guillemets candidats, ou enfin voilà. Faut ratifier le papier en disant ok, on a des candidats, ils sont sérieux, on accepte d'avoir un slot en Formule 1 en plus, donc une 11e écurie. Pour l'instant, on a les candidats les plus sérieux, ça reste quand même Andretti Autosport, qui court notamment dans le monde, hein. Ils font de la FE, ils font de l'IndyCar, je sais pas s'ils font de la NASCAR, mais ils doivent faire de l'endurance aussi. Ils font de l'endurance notamment en WEC et en IMSA de mémoire. Donc ils sont quand même plutôt pas mal, parce que ce serait Andretti Cadillac. Cadillac, ça fait partie du groupe d'un des plus grands groupes automobiles du monde avec General Motors, pour intégrer justement la Formule 1. Personne n'était très chaud du côté de la F1, parce que forcément quand tu as une 11e écurie, ça veut dire que les parts du gâteau restent la même, mais tu te la divises encore avec des parts un peu plus petites. Ils sont pas en WEC, Andretti? Ah si? Non? Qui c'est qui est en... Qui c'est qui est pas en... Attends, je vais enlever déjà la boîte, le live timing, hop. Ils sont pas en WEC, Andretti? Bien sûr que si, non? Andretti Autosport, ils sont pas en LMP2? Mais pour moi, ils sont en... IndyCar, IMSA. Il y a Penske en Porsche. Ah, je confonds avec United, exact. Non, je confonds avec United, my bad. Oui, exact. Merci pour les subs, les pros, les bros, à l'année prochaine. Ok. Ok, oui, my bad. Mais ouais, donc du coup, Andretti aimerait bien venir en tout cas en Formule 1. Andretti, si vous préférez, c'est un petit peu ce qui était Ferrari dans le début de sa vie d'entreprise. C'est surtout une écurie de sport automobile. Ils font pas encore des voitures, mais c'est ce qui était McLaren notamment, c'est ce qui était Williams. Sauf que bon, c'est plus le cas, mais genre aux États-Unis notamment, surtout avec l'IndyCar, quoi, si vous préférez. Oui, my bad, j'ai confondu avec United Autosport. United, comme diraient certains commentateurs. Donc voilà, Michael Andretti qui a fait une petite citation. Je suis fier de ce qu'Andretti Autosport a accompli au fil des années et de tous les souvenirs qui ont accompagné tant de moments spéciaux. Je suis tout aussi fier de notre passé que je suis enthousiaste pour notre avenir. Ce changement de marque, puisqu'il y a eu un petit changement de marque quand même, est une étape importante dans le parcours de notre équipe, mais nous ne faisons que commencer. Nous sommes déterminés à réussir et nous sommes convaincus que les grandes choses attendent Andretti Global. Oui, puisque hop, je vous mets la petite photo, tac. On passe donc de Andretti Autosport à Andretti Global. Et puis ça tease un peu la F1 avec Cadillac, etc. Donc ça fait quand même un petit peu de forcing, forcément, pour essayer de plaider dans le bon sens. On sait que, je crois, qui c'est qui était pas trop d'accord
Il y avait beaucoup d'écuries qui étaient pas chaudes à avoir comment ça s'appelle, Andretti arrivé en F1. Ils étaient pas chauds, j'ai trouvé ça pas intéressant, etc. Donc voilà. Écoutez, à voir ce que ça va donner. Si jamais Andretti venait en F1, quel serait à votre avis le line-up qui pouvait... Toto Wolff, ouais, c'est ça. Ouais, Toto Wolff, c'était vraiment pas chaud. Ils vont pas fatiguer les gens à forcer comme ça. Bon, en vrai, ça va, mais ouais, c'est vrai que peut-être en F1, ils commencent à en avoir marre. Vous verriez qui là en pilote chez Andretti? J'aimerais bien votre avis. Je pense quoi qu'il arrive, on aurait un pilote américain du style un Colton Herta ou un truc comme ça, je pense. Un pilote de ce genre-là. Mais derrière, je pense qu'il faut forcément un pilote qui a de l'expérience. Tu vois, en vrai, un Sergio Perez, Colton Herta, ça prend tout de suite. Ça prend tout de suite, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le bordel. J'ai l'impression chez McLaren côté américain. Il devait faire rouler Palou, puis finalement Herta, puis ceci, puis cela. J'ai l'impression que les pilotes ricains côté McLaren aux États-Unis en IndyCar et tout, ils commencent à en avoir un petit peu marre de se faire enfler en mode ouais, vous inquiétez pas, vous allez rouler en F1 machin et tout, et de voir que ça se fait pas vraiment. Et donc du coup, dans ma tête, je me dis, ils sont pas fous les mecs. À un moment donné, s'ils ont une opportunité avec Andretti et tout, ils vont y aller, tu vois. Donc ouais, je me dis Pérez, Herta, Alex Palou, ça peut fonctionner, tu vois. Des pilotes, un pilote qui est un peu connu aux US, entre guillemets, puisqu'il a fait le championnat d'IndyCar, ça peut être intéressant. Pérez, ça peut être grave intéressant en vrai. Donc ouais, Grosjean, il s'est fait virer là, non fin de carrière en IndyCar, non, pour Grosjean? Si je dis pas de bêtises. Puis de toute façon, il commence à être un peu vieux, Romain. Il a plus trop l'âge pour revenir en F1. Mais Grosjean, il part chez Lambeau en plus en WEC, donc très bien. Simon Pagenaud, pareil, bon, finalement, avec ses problèmes de dos et puis son accident, pareil, ça s'arrête l'IndyCar. Ah, c'est fou, on va plus avoir de pilote français en IndyCar. Hein. L'âge d'or de la France en IndyCar est en train de toucher à sa fin. Vettel a dit faut jamais dire jamais, mais et c'est vrai, hein, faut jamais dire jamais, mais je pense pas. Euh... Pagenaud, j'ai l'impression, je pense qu'il souffre toujours du dos vu les tonneaux qu'il s'est mangé dans la tronche en IndyCar là, il y a déjà un mois ou deux. Donc t'inquiète, Théo peut aller en Indy encore. Je sais pas si c'est le bon move hein, d'aller en Indy. Vettel revient chez Indy. Revient chez Audi, pardon. S'il devait revenir, ce serait peut-être beaucoup plus avec Audi, oui, mais est-ce que Vettel va revenir en F1? Vraie question, hein. Vraie question. Je suis pas certain. Hein. Le bon move pour qui? Pour Vettel? Bon move, c'est de continuer à faire ce qu'il fait et de kiffer sa vie. Hein. Kanan disait que ce serait cool pour Porsche d'aller au Japon. Alors ça, je suis pas certain. Hein. C'est une belle école la Super Formula, on est d'accord là-dessus. Mais c'est une belle école quand tu t'appelles Liam Lawson ou Pierre Gasly et que tu sais que t'as un baquet qui t'attend et que le timing est bon pour arriver en F1 après parce que t'es supporté par une équipe et tout. Là, bah, Avast, qu'est-ce qui te prend, frérot? Avast, qu'est-ce qui te prend de m'envoyer des pas. Mais les notifs en plus, je t'ai dit que j'en voulais pas, frérot. Hop là. Mais alors? Fatigué, Avast? Mais
Mais ouais, le Japon pour Théo, c'est pas une bonne idée pour moi. Le bon move, enfin malheureusement, hein, c'est terrible à dire, mais pour moi, la carrière de Théo en monoplace, elle est en train de se terminer là. Elle est en train de se terminer parce que t'as plus de place en F1. Tu peux garder peut-être un pied dans la porte en mode troisième pilote de Sauber l'année prochaine, comme c'est un peu le cas cette année. Mais faut compter sur pas grand chose quoi, donc faut commencer à se rabattre sur le WEC où il y a une vraie, il commence à y avoir une vraie notoriété, puis un engouement de ouf sur les projets hypercar et tout. C'est le moment d'y aller parce que c'est ça qui va lui faire avoir une vraie carrière professionnelle, tu vois. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment de tout donner là-dedans. Il est à ce tournant là de cette carrière. Aller au Japon, je pense que c'est s'enterrer et pas être dans le coup pour le WEC. Donc c'est se fermer une opportunité du WEC en espérant que t'aies une équipe de F1 qui veulent bien de toi après, et je pense que c'est très compliqué. Aller en IndyCar, same shit. Une fois que t'es en Indy, tu fais ta carrière en Indy, mais une fois que t'as fini l'Indy, t'es plus personne. Hein. Regardez comment Colton Herta et Alex Palou en chient à sortir du cocon IndyCar. Donc faire l'Indy, c'est pas une bonne idée. Si tu fais l'Indy, c'est que tu t'appelles Romain Grosjean, que tu as eu une carrière en F1 et qu'après tu vas faire du WEC, ce qui est un parcours assez logique. Donc malheureusement, en fait, le truc c'est qu'il faut que Théo, il faut qu'il devienne pilote d'usine pour Porsche en hypercar ou pilote d'usine Alpine ou j'en sais rien, que sais-je, tu vois. Mais il faut qu'il devienne pilote d'usine pour de l'hypercar, pour de l'endurance et tout. Là, il aura une carrière professionnelle et ça l'empêchera pas de faire des piges à gauche, à droite sur d'autres trucs, tu vois. Donc là pour moi Théo c'est compliqué. Victor il en est pas encore là. Le timing va être pas ouf non plus je pense pour les années à venir parce que c'est en train un petit peu de... Après ça va bouger hein, dans tous les sens, mais Victor il a encore une saison sûre au moins à faire évidemment en F2 l'année prochaine. Peut-être une troisième saison je pense pour Victor, dépendamment de si... En fait, soit Victor il tue la concurrence l'année prochaine, mais genre dès le début, s'il pisse sur s'il éteint la concu, comme dirait Kameto, s'il éteint la concu en début d'année, ça sentira bon pour lui, il sera dans le match pour la silly season pour justement commencer à peser un petit peu en disant non mais je suis en train de tuer tout le monde donc bisous. Victor, faut que l'année prochaine, faut qu'il cartonne sa grande daronne. En plus, je connais la daronne. En plus, je connais la maman de Victor qui est adorable d'ailleurs. C'est terrible. Mais faut qu'il... Je suis désolé, hein, mais faut qu'il casse des culs Victor l'année prochaine. C'est ce que devait faire Théo, et je pense que et c'est un peu ça aussi qui est préjudiciable, c'est que Théo, je pense que l'histoire serait pas la même si Théo avait pissé sur la F2 et serait déjà champion entre guillemets actuellement, tu vois. Si Théo avait été champion avant la fin de la saison, genre à Zandvoort ou un peu avant ou en Italie ou Zandvoort, tu vois, s'il avait été champion à ce moment-là parce qu'il avait pissé sur la discipline, je suis pas certain que Joe aurait eu autant. On aurait eu la signature de Joe, mais genre à la toute fin de l'année, tu vois. Je pense que Théo aurait pu beaucoup plus peser dans les négos. Là, ça n'a pas été le cas. Il fait une troisième saison qui est pas mauvaise, mais en troisième saison, de la part de Théo Pourchaire, on est censé le voir tuer la concurrence, quoi. On est censé le voir pisser dessus, quoi. Donc maintenant, c'est ce que doit faire Victor. Victor, s'il tue la concurrence en F2 l'année prochaine, il va avoir un poids sur le marché des pilotes de Formule 1. Mais son timing, sa place dépendra de ce qui se passe en termes de silly season déjà sur les chaises musicales entre les pilotes titulaires, tu vois. Donc voilà. En Indy, ils ont leur propre formule de promotion. Ouais, ils ont effectivement... ils ont l'Indy Light, ça s'appelle. Qui est un peu rincé comme championnat, mais c'est une bonne école pour apprendre en vue de passer en IndyCar, mais
Mais ouais, les championnats nord-américains de catégorie junior, globalement c'est rincé quoi. Enfin, encore une fois, c'est en Europe que tout se fait. Si t'as fait la Freka et que tu l'as remporté et que t'as pissé dessus en Freka, généralement t'es bien. La Freka, c'est le passage obligé, mec. Si tu fais une saison de Freka et que t'as pissé dessus, derrière, t'es garanti de faire une saison de F3, une saison de F2 et tout. Après, faut performer, hein, évidemment, mais les équipes regardent beaucoup la Freka parce que c'est un championnat qui est très très relevé, quoi. La Freka, c'est le point d'orgue des meilleurs pilotes de F4. En FIA F3, t'as quand même t'as la moitié, t'as 15 pilotes qui arrivent de nulle part, tu vois, et qui font F4 à FIA F3 en se disant peut-être qu'ils vont se faire repérer comme ça. Le problème, c'est qu'en FIA F3, t'as 30 voitures et que si t'es pas dans le top 15 ou le top 10, t'existes pas en fait. Sauf si tu t'appelles Adrien David, apparemment. Mais c'est ça le problème. Je sais. Faudrait que j'en discute avec Adrien. Je l'ai vu 2-3 fois, mais. Putain, c'est un bon gars, hein, Adrien. Adrien, il roule fort, hein, mais Adrien David, la première saison, il a fait P2, je crois. Et en fait, je pense qu'il a pas joui du timing. Il était dans la Renault Sport Academy et c'était le moment où, en fait, finalement, ils ont changé leur fusil d'épaule, où Abitbull s'est fait virer. Il y avait Demeo qui arrivait, Laurent Rossi aussi. Donc tout ça, ça a été un peu complexe, quoi. Donc, et le problème, c'est qu'il a fait une deuxième saison de Freka, je crois. Il l'a pas gagné, il me semble, Adrien. Je me souviens plus. Mais ouais. D'ailleurs, le leader de la Freka a signé en F2 chez Prema. Ouais. Comment il s'appelle? Bortolotti? Non. Bert. Je sais plus. C'est un Italien, je crois. Mais ouais, et j'en parlais avec Adrien et je lui ai dit putain, Adrien, là c'est le moment de te positionner en P2 ou en LMP2 ou en hypercar pour que tu signes dans une équipe cliente et après tu deviens pilote pro. Bortoletto, merci. Ah, Bortoletto. Kimi Antonelli, il est pas encore en. Il est en Freka en Antonelli? Je me souviens plus. Faut que je fasse un point sur les jeunes pilotes. Mais je lui ai dit à Adrien, je lui ai fait mec, est-ce que c'est pas plus intéressant de signer dans une petite écurie de LMP2 machin ou tu sais, dans une bonne écurie où t'as quand même des pilotes un peu sérieux et tout, de perfo, et puis derrière de faire un passage en hypercar. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de LMP2 l'année prochaine, donc c'est hypercar direct. Il va y avoir des écuries clientes, je pense, à terme. C'est le moment de rentrer en hypercar dans une écurie un peu cliente et puis d'être avec des bons pilotes et tout, toi. Antonelli, le leader de la Freka. Ah non, c'est Bortoletto. Attends. Ah non, Bortoletto, c'est lui qui a remporté la FIA F3 et c'est Antonelli qui est... Oui, non, Bortoletto, champion FIA F3 là cette année et Antonelli, c'est celui qui mène la Freka. Bah attends, tu sais quoi, on va aller voir. Hein. Sinon, on peut aussi... Formule régionale EU by Alpine. Antonelli, bah voilà. Est-ce qu'on n'a pas les teams? Oh, RSGP P2, hein. C'est bien ça. Tac tac. Et Bortoletto a signé en F2. Bah je crois du coup. Je me souviens plus. Alessandro Giussi, il fait P6, donc le champion F4 France de l'année dernière, pour l'instant P6. Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est pas foufou, mais c'est pas trop mal. Il y avait Esteban Masson, mais il a fait que quelques piges en Freka. Maceo Capietto P9. Il y a Sergio Ramos. Je déconne. Ok, en team. Prema et Race. Van Amersfoort. Amersfoort, pardon. Ils sont combien d'équipes? Putain, il y en a 12 hein, quand même. Ah, c'est vrai qu'il y a Saint-Éloque. ART, ils sont P9 en Freka, mais ils sont garés. Qu'est-ce qu'ils branlent? Ils ont qui en pilote chez ART? Qu'est-ce qu'ils foutent P9? Marcus Saman, Charlie Wurtz, Lorenz Van Open. Bon, Van Open. Et chez G4, ils ont Justy, Michael Beloff.
Pierre-Alexander Pro. Ah, Pierre-Alex. Ah, ok. Pierre-Alexandre Pro. Mais il a pas fait la F4 lui l'année dernière? Il y a 28 ans. Ah non. C'est son numéro. My bad. Pierre-Alex, il a pas fait la F4 français l'année dernière là? Il me semble, hein. Merde. C'est le fils de Franck. C'est une vraie question, hein. On sait jamais, hein. Tonelli. Putain, ils ont des têtes de bébé. Ouais, ils sont jeunes, quoi. Teams Podium, Prema et Race, Eva. Faudrait que je regarde un petit peu plus. Faudrait que je regarde un peu plus la Freka. En plus, c'est dispo sur YouTube. Alors, Monolith, MP. Victor Bernier, pareil. Victor Bernier, ça fait la Freka, la F4 France l'année dernière. Ils ont eu combien de pilotes chez Kick Motorsport? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh la vache. Ok. Kimi Antonelli. Santiago Ramos. Matteo Capieto. Et chez Saint-Eloc. Emerson Junior Fittipaldi. On a encore un Fittipaldi. Putain, la vache. Ils ont Masson. Ok. Saint-Eloc, je crois que c'est leur première saison en Freka, si je dis pas de conneries. Ah, d'accord. Ah oui, et puis ça roule ce week-end à Monza, ok. Après, ça fait Zandvoort et Hockenheim. Alors, ça fait Imola, Barcelone, Hungary. Putain, ils font des tracés intéressants quand même, hein. Ok. C'est quoi la diff entre Freka et F4? La Freka, c'est une F3. Donc, c'est une plus grosse voiture, plus puissante, plus d'appui. C'est un peu l'équivalent de la Formule Renault qu'on connaissait il y a quelques années. Il n'y a pas la voiture d'ailleurs, guide. On va regarder guide. Et c'est un peu plus puissant, un peu plus violent et tout. Et je crois que ça reste un peu moins puissant que la FIA F3. Et vous avez pas de DRS encore sur la voiture, mais il y a un push to pass de mémoire. Super. Voilà. Donc bon. Voilà, voilà. C'est officiel que Antonelli passe direct en F2. Ben, je sais pas. Je vais regarder. Déjà, il a remporté le... Ah non. Vers la Formule 2 avec Mercedes, effectivement. Soutenu par Mercedes depuis 2018, le jeune pilote de 17 ans a déjà marqué l'histoire des sports mécaniques, blablabla. Ok. Donc il sera en F2 dès l'année prochaine. La marche est assez violente entre F3 et entre Freka et F2, mais c'est pas inintéressant. Faut pas que ça aille trop vite pour Kimi Antonelli, je pense, mais c'est le seul truc qui me fait un peu peur. Mais ouais. Donc voilà.
Voilà, voilà les petits potes. Est-ce qu'il y avait... Ah, il y avait d'autres trucs que je voulais vous montrer. Je vais télécharger un truc, bougez pas. Qui pourrait vous faire un peu plaisir. Histoire que ça vous fasse un peu kiffer, tu vois, genre normal. J'ai quoi là-dedans? Non, c'est pas là-dedans. Et là-dedans, il y a des trucs ou pas? Non plus. Non. Je sais pas où c'est. Non. Ok, c'est pas grave. Hop. Celle-là. Attends, je regarde pour combien de temps j'en ai. Bon, ça, j'en ai pour 3 minutes. Yes, Rusier, tu peux m'envoyer un mail, je pense. Ou vois avec Jordan directement dans le chat. Tranquillement. Ce sera plus simple. Vois avec Jordan. Ou Jean-Art dans le chat. C'est Sophia Fleur, je trouve que j'ai le seum pour elle, systématiquement rentrée par ses teammates, mais sa team est garée. Ouais, alors sachez que j'avais vu Sophia, on avait pris une navette avec elle au Mans pour aller voir la nouvelle hypercard alpine pour la présentation. Et on discutait un petit peu, elle est quoi? Elle est en FIA F3 je crois, Sophia, si je dis pas de bêtises. Et elle m'a dit ouais, l'équipe elle est garée, c'est n'importe quoi, mais bon, au moins on développe l'équipe pour l'année d'après et tout. C'est les anciens de chez Charout, je crois, chez qui elle est. Et donc ouais, non, l'équipe est garée, ouais, elle se fait rentrer par ses teammates, la caisse qu'elle a, c'est la poubelle de l'équipe. Parce que tu sais, t'as toujours deux bonnes voitures ou une bonne voiture, et puis la dernière caisse, la troisième, c'est une caisse qui est rincée, qui est éclatée, la coque elle est pas bien. Enfin, il y a plein de différences là-dessus hein, en termes de pièces et tout. Faut pas croire que toutes les caisses en FIA F3 sont toutes des bagnoles neuves. Hein. Ceux qui performent avec des bonnes caisses, c'est ceux qui ont les meilleures pièces, qui ont les pièces les plus neuves, qui sont les plus propres, machin, etc. Et ceux qui sont derrière, ceux qui ont des caisses un peu rincées, qui ont déjà été utilisées, etc. Et ça... Donc, et c'est comme ça que ça se passe, hein. Et c'est pareil en F4, c'est pareil en F3, c'est pareil en F2, c'est pareil un peu partout. Hein. Ça, y a rien d'anormal là-dedans. Y a rien d'anormal là-dedans et c'est comme ça quoi. Mais c'est une question de budget toujours comme d'habitude. Hein. Donc voilà. J'ai pas compris son move de vouloir aller en F3 alors elle avait de super opportunités en WEC. C'est une bonne question, je sais pas du tout. On n'en avait pas parlé. Ah, alors attends. Hop. Je vais mettre ça là. Fallait bien que je vous régale un petit truc quand même. Petit truc que vous devriez voir. Ouais, avec ça. Oui. Alors, comment je vais mettre ça? Je vais me mettre en full. Est-ce que ça fonctionne en full? Attention, ça va être dégueulasse. Ah non, c'est bon. Ah, je peux enlever le collaboration commerciale. Voilà, histoire de vous faire kiffer un petit peu, mesdames et messieurs, regardez-moi cette caméra casque de fou furieux. Ça, c'était c'était le jeudi, je crois. C'était l'une des sessions qu'on avait fait le jeudi ou vendredi, je sais plus. Jeudi ou vendredi. Donc on a mis la petite caméra dans le casque, sortie de garage. Attention, ça a éclaté peut-être un peu les... Pour que vous ayez un peu l'effet ce que ça donne. C'était peut-être vendredi, je sais plus. T'as peut-être raison, c'était peut-être vendredi. Donc la veille.
Hop. On regarde à droite, à gauche. Voir s'il n'y a pas de voiture sur la piste. Et on part. Il fait pas très beau. Moins que jeudi. Ah oui, oui, bien vu. Donc c'était vendredi ça. Voilà ce qu'on voit. Et ça c'est beau. Ah, le halo ça gêne pas du tout, non. Hein. Donc là on fait un joli tour de sortie. En vrai il faisait tellement chaud sur la piste que t'as à peine besoin de faire des waves. Donc on est pas mal quoi. Hop là, on y va doucement. Là, je crois que je fais quelques waves sur la ligne droite. Voilà. Histoire juste de mettre un petit peu plus de charge et de contrainte sur les pneus en latéral, pardon. Mais les pneus chauffaient assez vite donc on n'avait pas trop... Ouais, c'est la même caméra casque que Manon avait, ouais. Bah c'est avec celle-là qu'on vous a fait quelques on-board plutôt cool. J'ai pas les lumières pour le passage de rapport. Si, c'est juste que là, je passe les rapports tôt. Hop là, petite erreur. Là, ça augmente. Hop, on fait quelques waves sur la ligne droite. Histoire de juste terminer la mise en chauffe de la gomme. Là, je relâche. Je passe jamais d'un lop à fond la première fois. Juste par principe que mes pneus arrière sont pas encore tout à fait chauds et que je peux me prendre une belle écart et que ça peut être pas très drôle quoi. Vous avez des infos de température de pneus sur le volant? Non. On n'a pas d'infos de température. Les seuls tempés qu'on a c'est eau, température eau et pression d'huile je crois. Fais gaffe, s'il y a de l'eau sur la cam, c'est de la transpi, pas de la pluie. De ouf. C'était pas les track limit F1. C'était surveillé sur pas mal d'endroits du circuit. Le seul endroit où on était vraiment libre de faire ce qu'on voulait, c'était à l'entrée de la courbe Dunlop à gauche, là, quand on se place vraiment sur la gauche et qu'on met pour le coup 4 roues en dehors de la route de course pour s'ouvrir un peu le virage, parce qu'on l'a fait tout le temps, que l'année dernière c'était pareil. Là, il n'y a pas de track limit. Mais sinon, globalement, oui. On peut admirer Tessil, de ouf. Ah non, on reconnaît jamais la température de nos pneus en vrai. Hein. Tu touches avec la main, si ça te brûle, ça veut dire que c'est bien. Si ça brûle pas, ça veut dire que c'est pas bien. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, il y avait track limit pour la sortie de la chicane. Et là, je rejoins un petit groupe. Voilà, on était sur les derniers entraînements, donc c'était pas la peine de surattaquer et puis de mettre des freins à tout le monde, mais fallait faire ça de manière un peu intelligente. Déjà, je freine un peu plus tôt. Donc là, je crois à gauche, ça doit être Théodore qu'on est en train de dépasser, et je me retrouve derrière le squeeze. Les vibrations pour l'épaule salée, ce qui était le plus dur, et au final c'est aussi ça ce à quoi je m'attendais, c'est de faire un contre-braquage, tu sais, de faire une correction en contre-braquage. Ça mettait tout de suite beaucoup de tension dans l'épaule et ça me faisait vraiment mal. Le reste en vrai ça allait. Alors Squeeze il y va pas. Là on a une Subway je crois à gauche.
Je sais pas si c'est Mister V ou Théo Juice. Là j'ai cru que Lucas allait se mettre dans le bac et me revenir dessus, faire... tu sais, me couper la route. Là je me suis un peu chié dessus, je vais être tout à fait honnête. Là il a pas... Là on vient de doubler le S. Alors là il y a quelque chose d'assez dangereux dans mon comportement et aussi dans celui de Lucas, c'est que ni moi ni lui on sait ce qu'on va faire. Donc là j'avais suffisamment de vitesse et je me dis non, je vais pas passer à l'inté. Du coup je relâche, lui il relâche parce qu'il sait pas où je suis, parce que je suis dans son angle mort. Et là c'est le meilleur moyen de mettre deux bagnoles au tas, parce qu'en fait il y a personne qui prend la décision. Tout le monde est là à se regarder dans le blanc des yeux et ça c'est super dangereux. Donc le pire que vous puissiez avoir en sport auto, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il fait. Ça a été mon cas, ça a été le cas de Lucas du coup, parce qu'il savait pas ce que je faisais. Et quand t'es pas sûr de ce que tu fais, c'est le meilleur moyen d'aller au tas. Pendant la course, non, Ecarto était à 80%, ouais. On a roulé en condition 24 sur la piste, donc il y avait toujours un peu de trafic, comme là c'est le cas, tu vois. Ce qui est un bon entraînement en vrai, mais tu vois, j'essaie de pas perdre trop de temps et tout, mais j'essaie pas non plus de me mettre couteau-gorge comme un fou furieux, quoi. Tu vois, là je sais que la voiture de devant, je crois que ça doit être une Cupra. Et la Cupra, je sais que bon, elle peut, je sais plus si c'était Orti ou Bagara, mais elle regarde derrière et puis elle voit une voiture, mais pas sûr qu'elle voit la deuxième. Donc tu vois, il faut toujours prendre un petit peu de marge, quoi. Bon là du coup je repars à l'attaque pour essayer d'aller chercher Lulu. Et j'avais la cam qui se détachait au fur et à mesure dans le casque, donc c'était pas non plus très agréable, quoi. On voit bien dans les rétros. Bah on voit bien oui et non. Là j'ai failli prendre le gravier, petit track limite, c'est pas grave. Mais donc là il y a deux voitures qui rentrent dans le plus qu'à devant et moi qui arrive derrière, donc je suis là, je suis en mode ok, on va relâcher, on va pas faire les fous. Demain c'est en train de changer devant c'est en train de changer de trajet à gauche à droite. C'était qui? C'était Seb ou Magla je pense devant. Et la bleue et blanche c'est qui? C'est pas une Villebrequin, je pense pas. Je sais pas qui c'est devant. C'est une Overwatch? Ah c'est une Overwatch. Soit c'est Catsup, soit c'est Boozy. Je pense que c'est Catsup. Peut-être c'est une Alpine. Non, ça a l'air d'être une Overwatch. Ah non, c'est une Alpine, donc ça doit être Jilcy. Et là je me dis ok, hop, on jette un coup d'œil, on lui met un frein et bisous. Hop, on passe la 2 pour avoir un peu plus de rotation. On passe la 3 pour éviter de prendre un coup de raquette en réaxel. Et du patinage. On regarde dans les rétros où est-ce qu'il est. Il est proche. Il est quand même très proche. Hein. Donc quand je regarde dans le rétro pour voir où est Lucas, je vous jure que vous avez l'impression qu'il va vous rentrer dedans. Cela, je ressors pas trop mal, mais Lucas ressort quand même très bien. Hop, on passe la 4, je regarde à gauche, je vois rien. Ah! Putain, fuck. Tu vois là, alors en plus mon rétro se baissait un petit peu, donc du coup j'étais obligé de baisser la tête pour vraiment voir ce qui se passait. Et tu vois, genre, t'as vu comment ça grossit dans le rétro, t'as l'impression qu'il est vraiment genre à 50 cm derrière toi, alors qu'en fait il est à 3-4 mètres. Hein. Tu vois? L'appréciation des distances dans le rétro, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve. En tout cas avec ces voitures. Hop. Et après, je crois que Lucas, il me suit pas trop mal en vrai. On va mettre un frein à la Crunchyroll. Prend un peu large, histoire d'être bien. Lucas passe aussi. On va peut-être enfin pouvoir faire un tour.
Hop, là il m'avait fait un signe, je l'avais remercié pour me laisser passer. Très cool. Là je cale toujours ma tête dans l'entrée dans Dunlop, je cale toujours ma tête contre le headrest parce qu'en fait c'est assez gaulerie mais en fait le halo sépare du coup le flux d'air en deux et en fait ta tête se fait un peu aspirer par la gauche ou par la droite parce que bah, c'est par là qu'arrive tout le vent. Et donc pour Dunlop, ce que j'ai trouvé de plus simple, c'est qu'en fait je cale ma tête à droite et en fait j'ai même pas besoin de tenir avec les cervicales, j'ai l'air qui la colle contre la droite, tu vois. Donc du coup en fait quand j'arrivais à Dunlop, je calais ma tête et puis après j'avais juste à bouger le volant et bah, genre là je suis là, hop, on cale la tête, on tourne et dès que j'ai besoin de remettre la voiture droite, hop, on remet la tête droite et puis on commence à regarder où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants maintenant? Je sais plus. Je crois qu'on voit plus Lucas là. Ouais, j'ai mis une petite distance. Alors vous voyez là, il y en a plein qui me parlent, ouais, t'as du graining, machin, etc. Et même sur d'autres entraînements, vous savez, on voit une bande de temps en temps sur les pneus, etc. C'est pas du graining et c'est pas du blistering ou quoi. On peut pas avoir du blistering. Enfin, avec des pneus de F4, si t'as du blistering, t'es un sacré enculé, hein, je te le dis tout de suite. C'est là pour le coup en fait c'est juste de la gomme qui bouge sur elle-même, c'est la gomme qui bouge sur la bande de roulement, sur la bande de roulement pardon. Donc en fait c'est juste ça et sur d'autres vidéos que vous avez pu voir de certains on-board, notamment le Val de Vienne, en fait c'est pas du graining, du blistering ou quoi, c'est juste des bouts de gomme que j'ai pas nettoyé de mes pneus et en fait il faut nettoyer ses pneus et c'est juste la surface d'appui effectivement sur la piste, c'est aussi quand tu ramasses des bouts de gomme et que c'est ce qu'on appelle du pick-up. Donc là tu vois, t'as un petit peu de trace et en fait elle va disparaître au fur et à mesure que je roule. Plus tu roules vite, plus tu roules vite, plus tu roules dans les bonnes trages, plus tes pneus sont censés être propres, lisses, nickel. Là tu vois pareil ça revient à l'inter un petit peu aussi. Après on est nickel. Est-ce que je mets un frein là? Je me souviens plus de ce que je fais. Est-ce qu'il y a beaucoup de carrossage négatif sur une F4 comme ça? Bah oui, plus que sur des voitures normales, tu vois. Mais ça pourrait être plus, je pense, en vrai. En vrai, j'en sais rien. Mais oui, tu vois bien que les voitures sont quand même carrossées de manière négative. Ça, je crois que c'est Pierre de mémoire. Hop, on se décale, on se monte dans le rétro. Finalement, je crois que Pierre, il me laisse passer. Nickel. De manière négative, c'est... En fait, là, t'as un carrossage neutre, carrossage positif, carrossage négatif. Carrossage négatif, c'est les voitures de drift. La dernière fois que j'ai spin, ça devait être Val de Vienne, je crois, avec RS Inside. Hop là, ça guidonne. L'arrière était léger. Et là, je crois que ça a coupé, non? Ah, je fais deux d'un coup. Un peu prise de risque, mais ça va en vrai. Ah, Lucas et... Ah non, c'était Pierre qui était derrière et qui me suivait.
Ça roule bien. Hein. Ah là, il y avait drapeau jaune, je crois. Ouais. Drapeau jaune, je regarde au loin, je regarde s'il y a une voiture et finalement la caisse était déjà repartie que... Là, ça m'énerve. Putain, bah ouais, j'ai un tour à la poubelle du coup. On voit beaucoup ton œil. Bah ouais, à la fin, la cam, elle s'était détachée, donc du coup, t'es là, tu regardes plus ma gueule que la piste, donc c'est relou, quoi. Mais voilà, c'était la petite chose que je voulais vous montrer, juste pour terminer. Para terminar. C'était quoi? C'était... Je sais pas si c'est... Ah ouais, c'était ça. Juste pour voir. Est-ce que j'ai du... Où est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit que j'ai du pick-up quelque part. Ah voilà. Hop. Que je vous montre. Là, là, vous voyez ici, là, à gauche, on croit que c'est du blistering ou quoi. En fait, c'est juste du pick-up que j'ai pas nettoyé et même ici. C'est juste des bouts de gomme qui sont collés à mes pneus et du coup qui te donnent une moins bonne adhérence. Et que parce que j'ai pas nettoyé suffisamment bien le pneu en sortant des stands, tu vois. Donc t'as un train avant qui est un peu plus flou, quoi. Pour nettoyer la gomme, il n'y a rien de plus simple. Ce qui est très très flippant, c'est de faire du surbraquage. Tu sors des stands, tu prends un virage, tu mets un peu de gaz, tranquillement, juste un filet de gaz. T'accélères et tu mets un surbraquage à la Raikkonen. Warm-up. On board. Est-ce que on a quelque chose... Bon, alors évidemment, il y a plein de moments où l'autre, il fait pas des warm-up, mais ou à la Schumacher. Tu vois? Là, ça, c'est quand... Ouais, c'est pas encore fou, ça. Kimi, il faisait pas de warm-up... Bon, on va se faire strike, mais on s'en bat les couilles. Ça, c'est un... Ah non, mais... Oula. Oui, bah là, il est en tour chrono, là. Y'a pas un... Je sais plus. Mais Mais voilà, bon, bref. Un peu à la Alonso, ouais, qui mettait des gros coups de volant comme ça. Tiens, peut-être que ça marchera avec Alonso. D'ailleurs, warm-up. Non, ça c'est le départ. C'est voir ça. Ah, c'est Schumacher. Ah voilà, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de faire, tu vois. C'est quand il surbraque par rapport à ce qu'il est... Tu vois, genre, il va mettre beaucoup plus de volant, donc du coup, en fait, les roues avant vont glisser. Il va provoquer un gros sous-virage. Hop, sous-virage, 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 sous-virage. Bah ça, mec, pour dégager le pick-up que t'as sur les pneus, machin, et les faire chauffer, et les faire monter très vite en température, c'est parfait. Mais il faut garder une accélération constante pour pas que ça foire, quoi. Voilà. Anyway. Voilà, bah je crois qu'on a fait le tour en vrai, les potes, non? Quelle heure il est? 13h30. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer.
En F1 ça va pour les bras, mais c'est vrai qu'en F4 faut être prêt. Faut être prêt. Faut un peu se donner. Bref. Alright les potes. Bon bah on aura parlé de pas mal de choses hein, mine de rien. Il est 13h30. C'est pas plus mal qu'on ait commencé un peu plus tôt là. On a fait tout ça. Ok. Bon bah les petits potes, on va se... Tu as les on-board de Gassi au GP Explorer? Non. Je sais même pas s'ils avaient mis des GoPro, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr frérot. Ce soir, mesdames et messieurs, vous aurez donc le documentaire, je sais même plus à quelle heure on l'a mis. Le documentaire sur toute mon année au GP Explorer. Et on espère que ça va vous faire kiffer. Sachez que le petit Enzo a mis toute son âme dedans. Le petit Jordan aussi. Moi aussi. Donc on espère que ça va vous plaire. On l'avait mis pour 18h50 pour 19h ou un truc comme ça. 19h. Pour 19h donc voilà. Normalement ce soir vous avez ce docu qui sort, on le mettra en première bien comme il faut, bien kiffant. J'espère que ça vous plaira évidemment et puis on se retrouvera nous on se retrouvera lundi Fast 5, mercredi 6h de Fuji et vendredi généralement vous avez une petite vidéo. Maintenant on va vous faire des petites vidéos débrief un peu en mode 107% et tout, tu vois, qui sont un peu sympas. Donc voilà. Sur ce, les petits potes, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée avec le vendredi, puis un bon week-end de Grand Prix. Et on se retrouve très vite. On se retrouve la semaine pro, tranquille, voilà, comme il faut, pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Portez-vous bien. Ciao, ciao, des bisous. Bye.